Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Didier Fassin et je suis très honoré de la mission qui m'a été confiée par, une fois de plus, mes collègues et amis, Samantha Besson et Henri Laurence, de présider les deux séances de cet après-midi. Alors, comme vous le voyez sur le programme, la première partie porte sur les conditions du génocide, intention et ou processus génocidaire, autrement dit, sur les modalités concrètes d'établissement du crime de génocide. Et nous avons deux intervenants, l'un qui est un acteur du dispositif de justice internationale et l'autre qui est un historien des crimes de masse nazis. Donc nous entendrons dans un premier temps d'abord donc un magistrat, Gunaël Métro, qui est juge aux chambres spécialisées du Kosovo. Il a une activité dans le domaine du droit international qui est variée et nombreuse. Il a conseillé des États et des organisations non gouvernementales dans le cadre de procédures devant la Cour pénale internationale et en relation, bien sûr, avec des enquêtes et des poursuites de crimes internationaux. Il a également été avocat de la défense pour des crimes de guerre et des actes de terrorisme devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le tribunal spécial pour le Liban et, si je ne me trompe pas, les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. Et puis, sur le plan académique, il est aussi professeur associé au Centre irlandais des droits de l'homme, disons des droits humains, de l'Université nationale d'Irlande et professeur invité à l'Université de Fribourg. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur le droit pénal international concernant en particulier les crimes de masse et notamment plusieurs volumes qui s'intitulent International Crimes Law and Practice, donc sur les crimes internationaux, dont le premier volume s'intitule précisément Genocide, et le deuxième, Crimes Against Humanity. Donc on est exactement dans le sujet qui nous intéresse depuis ce matin. Gunaël Métro est à la fois donc un praticien et un théoricien des questions qui nous intéressent, et sa conférence a pour titre « Établir le crime de génocide dans le procès pénal, histoire, émotion et preuve ». Merci pour cette brève introduction. Je vais aller directement au sujet. Il y a aujourd'hui un regain d'intérêt pour la notion de génocide qui avait un petit peu disparu de nos radars judiciaires pendant quelques années. Cette conférence en est un exemple parmi beaucoup d'autres. Les raisons de ce regain sont assez facilement identifiables à mon sens. D'abord, il y a une actualité de violence qui génère et a généré un débat public, politique, académique sur la nature de cette violence, dans le cadre duquel nous avons eu recours à la notion de génocide. Le recours à cette notion sert un certain nombre de fonctions. Je vais en considérer certaines. D'abord, c'est un outil verbal qui reflète la gravité des actes sous-jacents. Donc, avec ce terme, on cherche de façon loin linguistique à attribuer à ces événements une portée émotionnelle et historique importante qui neutralise également toute possibilité de justification. Le choix de cette expression, génocide, elle a aussi des raisons profondément juridiques et judiciaires, et c'est sur celle-ci que je vais me concentrer aujourd'hui. La première, c'est que la notion de génocide signifie et souligne le fait que les actes en question sont des actes criminels pour lesquels un État peut être rendu responsable, mais également les individus responsables de tels actes. Il y a ensuite un article important de la Convention sur le génocide, l'article 1, qui prévoit, et je vais vous lire le texte, que les parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime de droit des gens qu'elles s'engagent à prévenir et à punir. Cet article prévoit donc deux obligations juridiques contraignantes pour tous les États. Une obligation de prévention, d'une part, et une obligation de punition, de répression,
d'autre part. Comme je l'ai dit, ces obligations lient pas seulement l'État concerné par des accusations de génocide, mais tout État. Il y a donc à la fois un devoir d'action de la part de tout État, un devoir d'agir pour prévenir et pour réprimer de tels actes. Il y a aussi un devoir de retenue de la part de tous les États, dans la mesure où ils se doivent de ne pas soutenir, être complices ou autrement fournir de l'aide et de l'assistance à un État qui commet des actes génocidaires. Parfois, le débat public présente ces obligations comme des obligations d'un caractère politique ou d'un caractère d'opportunité, mais ce sont effectivement des obligations de caractère juridique qui sont contraignantes pour les États. Il y a un autre article qui est pertinent ici et qui explique en grande partie le regain d'intérêt pour la notion de génocide, c'est l'article 9 de la même Convention sur le génocide, qui prévoit que les différends entre les parties contractantes relatives à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un État en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3, seront soumis à la Cour internationale de justice à la requête d'une partie aux différends. Donc cet article est un point d'entrée juridictionnel important qui permet à un État de demander à la Cour internationale de justice d'établir la nature génocidaire de certains actes et d'obtenir de cette Cour des mesures contraignantes contre un État. C'est important de qualifier l'acte de génocide dans ce cadre-là, car nous n'avons pas d'article équivalent pour les autres crimes internationaux, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression. D'où l'importance juridictionnelle de la qualification juridique de génocide, et vous en avez déjà entendu parler ce matin, je crois, avec le professeur Chabas. Une fois la notion de génocide judiciarisée, il y a un certain nombre de points de résistance à l'application de cette notion. Je vais en parler principalement de deux. La première que je qualifierais d'historico-émotionnelle. De ce point de résistance découlent d'autres réticences plus normatives que je vais vous conter brièvement. Et il y a aussi des difficultés de preuve, j'y reviendrai. Pour ce qui est du premier point de résistance à l'application du droit du génocide dans un cadre judiciaire, je l'ai nommé historico-émotionnel, car toute mention de la notion de génocide dans un cadre judiciaire appelle nécessairement la tentation d'une comparaison historique entre les événements du jour et ceux du passé. Est-ce que les massacres et les destructions à Gaza peuvent être comparés au génocide rwandais? Est-ce que le génocide rwandais peut être comparé à la Shoah? Est-ce que la Shoah peut être comparée aux événements de Srebrenica? Et ainsi de suite. Vient avec une telle comparaison historique une certaine réticence à l'application du concept de génocide par crainte de la banalisation de ce concept et l'érosion de l'expérience historique spécifique des groupes concernés. Cette réticence est d'autant plus importante dans le cadre judiciaire pénal, là où la notion de génocide n'est pas forcément essentielle. La raison en est que, dans la plupart des cas, les actes génocidaires, ceux qu'on considère comme des actes de génocide, peuvent également être poursuivis comme des crimes internationaux d'un autre type, crimes contre l'humanité, crimes de guerre s'il y a un conflit. Deux exemples, à Nuremberg, les accusés ont été poursuivis pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression, pas de crimes de génocide. Au tribunal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye, il y a eu en moyenne, je crois, un accusé sur 20 qui était accusé de génocide, 1 sur 5 qui a été accusé, 1 sur 20 qui a été condamné, et seulement pour les actes de Srebrenica. Ça vous donne une idée de l'importance toute relative de la notion de génocide dans le cadre pénal. Mais deux choses sont importantes à souligner dans le cadre judiciaire, c'est que la pratique judiciaire des tribunaux, notamment des tribunaux pénaux internationaux, a eu le mérite de neutraliser en grande partie cette comparaison historique, ou en tout cas la tentation de la comparaison historique, et d'avoir objectivisé dans une certaine mesure la question de savoir si un événement est génocidaire ou pas. Je vais vous en donner des indications dans un petit moment. Mais ce que ces tribunaux ont fait, c'est se concentrer sur des éléments de fait,
des éléments objectifs plutôt que subjectifs, qui sont vérifiables factuellement et qui peuvent prendre différentes formes en fonction des circonstances de l'espèce et qui ont permis à ces tribunaux d'établir la commission d'actes de génocide dans des circonstances factuelles très différentes. Srebrenica, le Rwanda ou le génocide des années 70-70 en Suisse. Dans cette jurisprudence, vous verrez aussi que les tribunaux ont accepté de façon assez générale que le génocide peut prendre des formes très différentes. Si vous regardez par exemple l'exemple de Srebrenica, c'est une entreprise criminelle qui était limitée géographiquement, mais qui était aussi limitée en termes de cible du crime génocidaire, puisqu'il se concentrait essentiellement sur des hommes en âge de combattre. Donc il y a d'une certaine manière, une des contributions de l'activité judiciaire, c'est d'éviter ce mimétisme historique ou la tentation d'un tel mimétisme. Ça ne veut pas dire cependant que le génocide n'est pas important dans le cadre judiciaire et surtout le cadre judiciaire pénal. Il reste très important, notamment pour les victimes. C'est la reconnaissance ultime du mal, la gravité absolue du crime qui a été commis, pas seulement contre eux individuellement, mais contre leur communauté. C'est ce que les anglo-saxons appellent « the pinnacle of evil ». Donc c'est le crime qui est tout en haut de la pyramide de la criminalité internationale. Et toute qualification juridique autre que celle-là est parfois considérée comme minorante du point de vue de la communauté concernée. Pour les accusés également, la charge de génocide est un fait important, car s'y attache une stigmatisation toute particulière avec cette association avec des événements du passé. C'est peut-être pour ça qu'à ma connaissance, il n'y a jamais eu de plaidoyer de culpabilité pour des actes de génocide, mais qu'il y en a eu pour crimes contre l'humanité et pour crimes de guerre. Car le plaidé coupable qui impliquerait une reconnaissance de ce crime tout à fait particulier. Pour les États aussi qui ont à se défendre de telles accusations, il y a un déni généralisé, c'est d'ailleurs peut-être une des indications du fait génocidaire, c'est qu'aucun État à ce jour a reconnu sa responsabilité dans la commission de tels actes. Et si vous regardez un petit peu l'activité judiciaire, cette fois-ci à la Cour internationale de justice, vous verrez que la défense de certains États contre des accusations de génocide consiste souvent à dire que leurs actes peut-être constituent des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, mais qu'en aucun cas ils constituent des actes génocidaires. Vient ensuite, dans le cadre judiciaire pénal, ce qu'il y a de plus compliqué. La difficulté avec le concept de génocide, c'est une complexité de preuve. On y a mis un standard particulièrement élevé, et c'était évidemment pour protéger la spécificité de cette infraction, de telle sorte que tout et n'importe quoi ne soit pas du génocide. Mais ce qui rend la chose particulièrement difficile à établir dans le cadre pénal, c'est la nécessité d'établir l'intention spéciale prévue par la Convention. C'est un petit peu technique, mais pour établir ce crime, il faut en effet démontrer que l'individu ou l'État concerné a agi avec l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. En d'autres termes, une intention uniquement de déplacer physiquement une communauté ou d'éliminer des différences culturelles, religieuses, linguistiques, ou de discriminer ne suffirait pas à établir un acte de génocide. Ce qu'il faut établir, c'est l'intention de la part de l'individu ou de l'État concerné de détruire physiquement ou biologiquement un groupe ou une partie de ce groupe. Donc, pour prendre un exemple concret, dans le cadre de Srebrenica, il n'est pas suffisant d'établir que l'accusé a commis des meurtres ou même des meurtres de masse, il faut établir qu'il l'a fait dans le but de détruire le groupe auquel appartient la ou les victimes concernées. La difficulté principale, donc, c'est d'établir cette intention génocidaire. La difficulté tient à cela que l'intention, lorsque vous avez l'intention de faire quelque chose, c'est un phénomène interne. Donc, à moins qu'il y ait eu des expressions verbales ou écrites de cette intention, il va falloir en chercher les indications. Les indications peuvent être verbales, peuvent être non verbales, peuvent être factuelles, physiques ou forensiques.
Maintenant, ce que ces juridictions ont fait, et qui, à mon sens, est particulièrement utile pour distinguer entre ce qui est génocidaire et ce qui ne l'est pas, c'est de se concentrer justement sur ces questions de fait, ces éléments objectifs qui, selon la jurisprudence de ces tribunaux, sont des indications pertinentes de la commission d'un acte génocidaire. Je vais vous en lister un certain nombre. Peut-être que ça illuminera les discussions qui suivront cet après-midi sur le sujet de Gaza. Mais voilà quelques indications importantes extraites de la jurisprudence des tribunaux internationaux qui, selon cette jurisprudence, sont des indications de la commission d'un acte génocidaire. Je vais vous faire une longue liste de la chose. D'abord, la vulnérabilité des victimes. Des actes préparatoires et commis pour réduire la résistance à la commission d'actes génocidaires, le caractère généralisé et systématique des violations, le caractère global des crimes, le recours à des mesures collectives et indiscriminées, le nombre élevé de victimes, l'ampleur des destructions, l'absence de distinction entre civils et combattants, l'indifférence à la protection des victimes par le droit de la guerre, des comportements organisés, planifiés, coordonnés, des attaques contre la vie religieuse, sociale et culturelle du groupe, le caractère discriminatoire du comportement, des déclarations et des propagandes haineuses, la répétition des crimes contre les mêmes personnes, les conditions de vie inhumaines, l'entrave à l'aide humanitaire et médicale, les déplacements forcés de la population. Mais là, je m'arrête pour une petite seconde. Je vous ai effectivement indiqué que le génocide, le déplacement forcé d'une population ne suffisait pas à établir une intention de destruction physique ou biologique, mais le déplacement forcé d'une population peut être un fait pertinent pour établir cette intention. Prenez l'exemple de Srebrenica, une partie de la population concernée a été assassinée, les femmes et les enfants qui n'étaient pas en état de combattre ont été déportés. Je continue ma liste. Proportion des personnes touchées par les actes, la conscience que la destruction sélective du groupe aurait un impact durable sur l'ensemble du groupe, le ciblage des enfants et des jeunes adultes, c'est le futur de la communauté qu'on attaque, le caractère transgénérationnel des victimes, les crimes commis en violation des objections des Nations Unies et des autres organisations internationales compétentes, des comportements déshumanisants, un élément typique et quasiment généralisé de tous les génocides. Les actes préparatoires du génocide sont souvent des actes de déshumanisation. La concentration et la superposition de divers niveaux de comportements illégaux, interférence avec les Nations Unies, Srebrenica encore, fermeture de passages sécurisés empêchant les victimes présumées d'échapper au danger, centraliser les positions des victimes pour plus facilement pouvoir les attaquer, preuve que les victimes étaient ciblées non pas pour des raisons qui les concernaient individuellement, mais en tant que membres de la communauté, car le génocide a ceci de spécifique que c'est une attaque pas seulement contre des individus, mais contre le groupe auquel ils appartiennent. La présence ou l'existence d'une idéologie et des objectifs des personnes concernées compatibles avec la présence d'une intention génocidaire. Là aussi, c'est un fait quasiment généralisé de toute opération génocidaire. Il y a toujours une idéologie suprémaciste, raciste ou discriminatoire qui accompagne ces actes. La suppression de la possibilité pour les victimes de se cacher de leur agresseur. Similitude des crimes commis à divers endroits et relations entre leurs auteurs. Refus d'accès à la nourriture et aux produits de première nécessité et conditions de vie humaine, absence de changement de cap après notification des conséquences des attaques contre la population concernée, mesures prises pour garantir l'effet à long terme des actes sur la communauté ciblée, application d'une politique d'impunité et d'irresponsabilité qui, là encore, révèle en tout cas l'accord et le soutien de l'État concerné ou de l'entité concernée, et absence de preuves d'actes contraires à l'intention génocidaire. Donc, dans le cadre pénal, les juges vont prendre en compte tous ces faits que je vous ai listés, il y en a une trentaine, mais il y en a d'autres évidemment qui sont pertinents, et va également considérer les indications contraires. Y a-t-il des indications qui permettent de conclure que plutôt qu'un génocide, le type de criminalité dirigée contre la communauté constitue un autre type de crime moins sérieux que celui-là. Les juges vont prendre en compte tous ces facteurs dans leur globalité et vont devoir, dans le cadre pénal, conclure si oui ou non c'est la seule
considération, la seule conclusion raisonnable sur la base de toutes ces indications factuelles. Comme je l'ai dit, un des grands mérites de cette approche et de la jurisprudence que nous avons aujourd'hui, c'est d'éviter cette subjectivisation du génocide, où le génocide signifie un petit peu ce qu'on a envie qu'il signifie, de sorte qu'on puisse avoir une opinion sur la chose et de sorte qu'on puisse le nier lorsqu'il est en cours. Le grand mérite de cette jurisprudence, c'est vraiment d'avoir objectivisé la question. Lorsque vous avez, admettons, 30 ou même 10 ou même 5 indications dans la liste de celles que je vous ai données, vous commencez à regarder à quelque chose qui ressemble de plus en plus à du génocide. Le fait qu'il existe également d'autres éléments intentionnels, comme je l'ai dit, si les individus en question cherchent également à déplacer une population, cela ne contredit pas le fait génocidaire. Au contraire, c'est potentiellement un indicateur de ce fait. De la même manière que l'existence d'une campagne discriminatoire n'exclut pas le fait qu'au-delà de la simple discrimination, il y avait une intention de destruction physique ou biologique à la chose. Pour ce qui est du niveau de preuve, je répondrai aux questions si c'est pertinent au cadre suivant. Au niveau pénal, évidemment, la preuve doit être au-delà de tout doute raisonnable. C'est le standard anglo-saxon qui s'applique. Dans le cadre d'une procédure contre les États, je crois que vous l'avez entendu ce matin, le standard est beaucoup moins élevé, vu la nature particulière des responsabilités. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci.